Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Histoire de gardiens. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial car nous n'allons pas directement parler des gardiens en tant que tels. Aujourd'hui, je reçois Marie, qui certes est gardienne, mais qui est aussi sur le point de devenir ostéopathe animalier. J'avais envie qu'elle nous parle de ce métier, non pas techniquement, mais bel et bien humainement. Vous le savez de toute façon, ce podcast n'est pas là pour parler technique. Ça parlait un peu tiré par les cheveux dit comme ça, mais j'avais envie qu'elle nous parle de ce choix de métier. Pourquoi elle a fait ce choix, démystifier un petit peu l'envers du décor pour les personnes voulant peut-être se lancer dans le métier. On va donc parler du métier d'ostéopathe, de ce qu'il implique et des dangers de devenir un professionnel du monde du cheval pour les mauvaises raisons. On ne va pas parler cheval aujourd'hui, mais bel et bien humain. En espérant que ce petit hors-série vous plaise, bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Elsa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je suis sur la fin de mes 5 années d'études d'ostéopathe animalier, en train de préparer l'examen. Et du coup, quel est ton rapport avec le monde du cheval ? Comment tu es venue à monter à cheval, à t'occuper des chevaux, etc. Alors j'ai toujours beaucoup aimé les chevaux, depuis toute petite. J'ai commencé à monter à cheval vers 4-5 ans, je faisais des petits stages d'équitation en vacances, d'une semaine. Puis j'ai commencé à monter en centre équestre en primaire, j'ai passé le galop 1 et c'est le seul galop que j'ai jamais passé de ma vie. J'ai repris au collège, puis j'ai de nouveau arrêté quand je suis entrée au lycée par manque de temps. Ok. Et j'ai jamais repris. Mon beau-père avait une vieille jument que j'allais voir plusieurs fois par semaine pour la brosser, la sortir en main, faire des petites balades, etc. J'y connaissais rien donc je faisais pas grand chose. Ouais. Ça a duré 6 mois jusqu'à ce qu'on la fasse euthanasie à cause des mélanomes. Qu'est-ce qui t'a décidé du coup à devenir ostéopathe animalier et du coup à être plus proche des chevaux ? Comment t'as choisi ton école, etc. Alors ça a été un long parcours. Donc depuis que je suis toute petite comme beaucoup, je voulais travailler avec les animaux et notamment être vétérinaire parce qu'à l'époque c'est un peu la première et la seule voie qu'on te propose. J'étais douée à l'école donc ça se présentait plutôt bien. Puis j'ai perdu mon père au collège en 5e et ça a été le début de la dépression. Donc j'ai perdu l'intérêt pour absolument tout, notamment l'école. L'école ça passait en plan secondaire voire même tertiaire. Au collège, ça allait encore parce que j'avais des facilités, donc j'arrivais à suivre sans trop de difficultés. Puis je suis entrée au lycée, et là j'ai complètement bu la tasse, parce que le gap entre la 3e et la seconde est assez gigantesque. La charge de travail était différente, donc j'ai pas réussi à suivre du tout. Mes facilités suffisaient plus. Donc j'ai failli rater ma seconde. Je me suis j'ai un peu cravaché au 3e trimestre pour passer en première scientifique à l'époque. J'ai eu mon bac au ras des pâquerettes, donc j'ai définitivement fait une croix sur la prépa véto qui allait juste m'enfoncer encore plus. J'avais de toute façon pas envie de continuer les études, moi j'avais juste envie de tout arrêter. Les cours ça me saoulait. Ça me plaisait plus du tout. Je voulais juste... j'avais pas de projet professionnel en tête, je voulais juste arrêter de réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Je vivais un peu au jour le jour à l'époque. Sauf que rien faire de ma vie, c'était hors de question aux yeux de ma mère. Et elle a eu raison, d'ailleurs. Donc je suis allée à la fac, parce que c'est un peu le seul endroit qui m'a acceptée à l'époque. J'ai fait une L1 de sciences de la vie, que j'ai redoublée, qui... avec le recul était super intéressante, mais comme à l'époque j'étais pas du tout dans le mood, je me suis pas du tout mise dedans. Et pendant cette L1, on avait un cours qui s'appelait Projet professionnel de l'étudiant, qui en fait s'agissait de trouver un métier, de se renseigner dessus, et c'est à peu près tout. Donc moi j'ai choisi l'ostéopathie animale parce qu'à l'époque, pourquoi pas, je me suis dit bon, ouais. C'était pas très connu à l'époque quand même. C'était pas très... Enfin, c'était connu, ça avait déjà commencé, ça a pas... c'est pas apparu dans les années 2010, mais c'était pas un métier que moi je connaissais particulièrement. Je commençais à peine moi-même à avoir un ostéopathe pour moi, donc le métier d'ostéopathe animaliste était totalement nouveau, donc je me suis dit, bon pourquoi pas. J'avais une copine qui m'a dit, mais attends c'est génial, je connais un ostéopathe animalier avec qui je vais te mettre en relation, donc j'ai appelé ce mec, pendant l'appel ça a été super intéressant, j'ai trop matché avec le personnage incroyable qui était cet ostéopathe. Et j'ai appris qu'il faisait une formation. Donc je me suis un peu renseignée. Plus je me renseignais sur le métier, plus le métier m'intéressait. Et quand je me suis penchée sur la formation, c'était un peu une révélation. Ma mère voyait enfin que quelque chose me plaisait et elle s'est dit « Oh mon Dieu, ma fille reprend vie !» Donc elle m'a encouragée à fond dans cette voie. Je me suis inscrite au stage de découverte de l'école.
Et ça a abouti sur mon inscription dans l'école. Super. Du coup, dans cet épisode, on va pas forcément citer l'école, mais du coup, je te propose de nous parler un petit peu du fonctionnement de l'école en elle-même, sans trop rentrer dans les détails. Alors c'était un format un peu particulier, c'est toujours sur 5 ans, mais c'est comme une espèce d'alternance. On avait des stages, des modules de pratique intensive une fois par mois, donc une semaine par mois. Et le reste du temps, on était en relation avec des écuries qu'on avait, ou des élevages, ou des exploitations qu'on avait nous-mêmes choisies pour bosser notre pratique de notre côté. Et on avait des cours théoriques par mail qu'on révisait nous-mêmes à notre rythme. Donc le but, c'était quand même d'avoir une démarche personnelle dans l'auto-apprentissage de la partie théorique. C'est ça, c'était très en autonomie, donc il fallait énormément de discipline, ce dont je manquais un petit peu, j'avoue. Mais c'était super intéressant parce que le fonctionnement de l'école fait que c'était une école très petite, c'est ultra personnel. Les promos étaient minuscules, on était à 10 maximum par promo. On avait donc accès à beaucoup plus de chevaux par élève. Ou en tout cas, on était beaucoup moins d'élèves sur les chevaux. Et les profs étaient beaucoup plus dispo pour nous. C'était super intéressant au niveau de l'apprentissage de la pratique. On était vraiment dans le milieu. Sachant qu'en plus, le directeur d'école est une pointure dans le milieu. On avait des super contacts. On a travaillé avec un panel de chevaux ultra large. Donc on avait des chevaux et des cavaliers de haut, voire très haut niveau. On avait plusieurs disciplines, on a eu des courses, trot, galop, steeple aussi. On a eu des chevaux de CSO, des chevaux de centre équestre aussi, tout simple, des chevaux de polo, donc c'était super bien. Au niveau des chevaux, en tout cas, c'était top. Et après, on a évidemment croisé d'autres animaux pour compléter la pratique. Ok. Et du coup, ça marche comment l'ostéopathie? T'as un examen à la fin, c'est ça? C'est ça, donc au bout de 5 années d'études, peu importe l'étude, on peut se présenter à l'examen de reconnaissance nationale d'aptitude. Donc on a 2 épreuves, une épreuve théorique, c'est un QCM de 120 questions. Il faut avoir 70 réponses justes sur les 120 questions pour passer, et une fois qu'on passe, on accède à l'épreuve pratique. Donc là on a une espèce aléatoire sur les 4, donc 4 espèces c'est chevaux, vaches, chiens et chats. Ok. Du coup, c'est un jury qui détermine si... C'est ça va être un jury composé de vétérinaires, d'ostéopathes, qui détermine si on est capable de passer ou non. Et du coup, sans cet examen-là, en théorie, tu ne peux pas pratiquer l'ostéopathie. C'est ça. On peut pas se dire ostéopathe si on n'a pas passé l'examen d'ostéopathie animale. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les débouchés? Alors, ostéopathe évidemment, mais dans quelle filière, pour quelle race, pour quel type de cavalier ou de particulier, ou quel type aussi d'ostéopathie? Je crois que tu es aussi masseuse. Je suis masseuse, on a étudié beaucoup le massage. Après, se lancer dans des études d'ostéopathie pour terminer masseur, c'est pas super conseillé, parce que les études d'ostéopathie peuvent être chères. Alors on a énormément de façons d'être ostéo à partir du moment où on est bon dans ce qu'on fait et si on est bon pour se vendre, parce que c'est aussi une grosse partie du métier. Toutes les opportunités s'offrent à nous. En tout cas en théorie, parce que le marché est assez bondé en France, l'offre a largement dépassé la demande. En tout cas, surtout dans certaines régions. Donc chez les chevaux en tout cas, et sur les autres espèces bovins, chiens et chats, on n'a pas assez de demandes pour que ce soit vraiment étudié, mais même si la demande explosait, il y a les ostéopathes déjà en place suffiraient largement à combler. Mais en théorie, toutes les espèces vertébrées peuvent profiter de l'ostéopathie. Je crois que tu as fait un mémoire sur les serpents. Exactement. C'est exactement ça. J'ai fait un mémoire, peut-être pas, mais un petit exposé sur les serpents. C'était très intéressant, j'en ai appris beaucoup. J'ai appris effectivement que les serpents peuvent bénéficier de l'ostéopathie. Et du coup, si on peut en revenir un petit peu à l'aspect scolaire, comment tu as vécu tes années à l'école, soit par rapport à l'école, mais aussi par rapport à toi personnellement, comment tu as réussi à gérer l'apprentissage seul de la théorie, et comment tu as réussi à gérer 5 ans d'études un peu toute seule? Ça a été un peu compliqué parce que, comme je l'ai dit, il faut énormément de discipline et de rigueur, ce dont je manquais. En plus, j'ai commencé en 2019, donc en première année, on a eu le Covid. Magnifique Covid. Le Covid et surtout le confinement qui nous a donc empêchés de pratiquer, que ce soit chez nous ou en cours. Donc c'était un peu galère. Mais on a pu se concentrer sur des cours théoriques parce qu'on était quand même accompagnés, on avait des visios toutes les semaines de théorie et c'était super intéressant et ça nous a fait beaucoup de bien
malgré tout. Plus tard, la hype du début, la hype que j'ai eue au début des études, où c'était les étoiles dans les yeux, c'est super, je travaille avec les chevaux, c'est génial et tout. Ça s'est un peu tamisé, la pratique ça me plaisait toujours et ça me plaît toujours autant, mais la quantité de théorie à ingérer est gigantesque et je me suis vite laissée déborder. Du coup, le format de tes études te permet en soi... Déjà, c'est intéressant si tu veux faire une reconversion professionnelle et si tu travailles déjà, vu que tu as quand même beaucoup de temps libre. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu, vu que tu étais jeune, tu nous as dit les études ça coûte extrêmement cher, est-ce que tu as une fourchette de prix sans donner le prix exact? Alors ça peut aller entre... ça peut aller jusqu'à 40 000 euros en tout cas. Les 5 années? Les 5 années. Ok. Les prix sont fixés par les écoles parce que c'est des écoles privées. Donc les prix sont libres, mais en général elles se calquent tous tout à peu près sur la même fourchette de prix. Donc ouais, c'est entre 5 000 et 8 000 euros l'année. Ouais, ok, ça marche. Et du coup, j'imagine que certaines personnes sont un peu obligées de prendre un travail à côté. C'est ça. C'est le choix que t'as fait. Alors pas au début parce que j'ai fait un prêt étudiant. Après oui, j'ai pris un job à côté, donc il faut avoir un job un peu arrangeant parce que on a des semaines dans le mois qui sont prises par les cours et qu'il faut absolument pouvoir s'y présenter. Moi j'ai pas eu ce souci là, mais je sais que les personnes de ma promo qui travaillaient déjà ont pendant un moment pas eu de vacances à proprement parler parce que tous les jours de congé qu'ils posaient c'était pour aller en cours. C'était pour les cours, ouais. C'est ça. Donc il faut être prêt à faire quelques sacrifices quand même. Et t'arrivais à gérer l'aspect travail-boulot et travail-école et aussi du coup la théorie que tu dois bosser à côté? Alors moi j'ai la chance d'avoir un boulot qui est pas très prenant au niveau temps. Donc je passe beaucoup de temps à attendre. Donc il y a beaucoup de temps disponible pour réviser. Du coup on en parlait tout à l'heure, tu nous as dit très justement que l'ostéopathie ça revenait à se vendre. Du coup c'est vrai qu'il y a tout un aspect entrepreneuriat. Aujourd'hui quand on est ostéopathe on n'est pas tellement salarié, on est aussi entrepreneur de sa propre entreprise. Est-ce que ça tu l'avais anticipé et est-ce que aujourd'hui en tant que bientôt jeune ostéopathe tu sais comment tu vas lancer tout ça? Alors très honnêtement, quand je me suis lancée dans l'ostéopathie, j'avais pas du tout anticipé ça. Je me suis un peu lancée bille en tête. À l'époque, j'avais pas le... Déjà, j'étais plus jeune, et ensuite, j'avais pas le recul nécessaire en me disant j'ai un projet professionnel et je me lance dans le truc en sachant à quoi je m'attends au bout de mes études. J'étais un peu dans le même mood que ma mère à l'époque. Il y a un truc qui me plaît, j'y vais, et je me pose pas trop de questions. J'aurais dû m'en poser un peu plus. L'ostéo c'est un métier libéral, donc sur le papier ça fait rêver, on est son propre patron, on gère nos horaires, on gère nos vacances, il n'y a pas de hiérarchie pour nous gonfler un petit peu. Dans les faits c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est à nous d'être multitâches. On doit être comptable, on doit être notre propre secrétaire, on doit gérer sa communication et en plus de tout ça, être ostéo. Mais oui, donc sachant que toute la partie administration est super importante parce que s'il y a un pépin qui nous arrive, c'est à nous de gérer. C'est pas au syndicat, c'est pas au patron, c'est pas à la boîte de gérer le problème, c'est à nous, ostéopathes, qui n'avons pas fait d'études juridiques, qui avons fait des études d'ostéopathie. Donc c'est pas déconnant de compléter un petit peu ses études, même si du coup ça prend du temps, ça prend des sous et ça prend de l'énergie qu'on n'a pas forcément tous. On peut pas dire que j'ai pas été prévenue, on a toujours été très accompagnés par des personnes très honnêtes et très transparentes sur le sujet qui nous ont dit que l'ostéopathie c'était beaucoup d'implications personnelles. Après c'est un métier passion, donc forcément faut être passionné, faut être prêt à dépenser beaucoup d'énergie pour au moins lancer l'affaire. Est-ce qu'avec le recul tu choisirais ça? Je pense. Si j'avais l'occasion de revenir en arrière, je me serais peut-être toujours lancée dans l'aventure, mais en étant beaucoup mieux préparée. Ouais. Vraiment, mieux. Aujourd'hui t'es un peu au pied du mur? Un peu ouais, parce que j'ai beaucoup d'anxiété. Donc aller parler aux gens, se vendre, etc. en ayant le syndrome de l'imposteur, parce que comme j'ai pas encore l'examen, ouais. J'ai pas confiance en mes capacités, donc même si en soi j'ai 5 ans d'études derrière moi, c'est pas... Je pense que des chevaux, t'en as vu des centaines aujourd'hui. Oui, j'en ai vu un sacré paquet, mais ça reste un métier où on apprend tous les jours. Donc j'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup. J'ai que 5 ans d'études. J'ai 2 ans d'ostéopathie pure et dure. Donc c'est pas suffisant pour moi pour me lancer dans le monde du travail en étant totalement confiante.
Donc tu dis que t'es pas confiante, mais comment, à ton avis, on peut réussir à construire une confiance en soi en étant jeune ostéopathe? Comment t'arrives à gérer justement ce manque d'expérience dont tu nous parles? Comment t'arrives à continuer à te former? Et comment tu pourrais aider aussi tes premiers patients que tu vas avoir? L'ostéopathie, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer. Pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est pareil pour l'ostéopathie. Si on n'entraîne pas ses mains, ça marchera pas. Plus on pratique, plus le ressenti s'affine, plus on prend confiance en soi. Et après, c'est un cercle vertueux. Plus on a confiance, plus on a de facilité à se vendre, etc. Faut trouver quand même l'équilibre entre avoir confiance en soi et rester humble, rester terre à terre sur le fait que tu sais pas tout, quoi. On sait pas tout et on n'est pas non plus Dieu. On n'a que des mains. L'ostéopathie, c'est une pratique manuelle uniquement. Il n'y a pas d'outils, il n'y a que des mains. On peut pas voir à l'intérieur du cheval, enfin de l'animal, ce qui se passe. On n'a que nos mains pour ressentir et c'est tout. Donc s'acharner sur un problème juste parce qu'on va absolument trouver une solution, c'est se mettre une balle dans le pied. Il faut savoir quand même référer à un autre professionnel ou même juste à un collègue plus expérimenté. C'est pas grave de pas savoir, faut vraiment pas avoir honte de dire qu'on sait pas, c'est même une force je pense quand on est jeune ostéopathe parce que c'est en étant honnête que les gens apprennent à nous faire confiance. Tout à fait. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en un professionnel qui me dit tu devrais aller voir de ce côté-là parce que moi je suis pas capable de savoir, plutôt que quelqu'un qui me dit non je suis sûre le problème c'est ça, on refait 3 séances et c'est réglé et puis à la fin peut-être toujours le même problème. Voilà. Exactement. Le fait qu'il y ait des gens qui soient prêts à me confier leurs animaux, ça a beaucoup aidé. Pas forcément pendant les cours, mais juste en tant que premier client, genre toi, typiquement, avec tes chevaux, qui m'ont quand même beaucoup appris. Marie est mon ostéopathe. Le fait d'avoir des chevaux... Alors, tes chevaux étaient quand même assez différents de ceux que j'ai pu avoir, parce que moi, je pratiquais beaucoup en écurie, on était très peu avec des propriétaires seuls. Donc, j'étais juste là à échanger avec un proprio, une proprio, qui était nouvelle proprio aussi, donc elle était un petit peu... elle savait pas trop à quoi s'attendre avec les ostéopathes, donc je pense que le fait qu'on était déjà amis, ça a aidé. Au niveau de la confiance en soi, ça a aidé. Le fait que tu découvres aussi comme moi, ça a aidé aussi beaucoup. Je dis pas qu'il faut absolument, pour les jeunes ostéopathes, trouver un jeune propriétaire pour construire sa confiance en soi, mais ta situation a beaucoup aidé la mienne. Oui. Faut savoir que je pose beaucoup de questions quand Marie est là, parce que déjà je me sens en confiance de poser les questions, alors qu'à d'autres professionnels je le sais pas forcément. Mais du coup je posais beaucoup de questions et on a eu l'occasion de réfléchir ensemble à certaines problématiques d'Umbria notamment. Oui. Et je pense que du coup, aussi pouvoir te mettre à disposition ma jument. Du coup, toi tu pouvais faire tes tests de ton côté sans que moi j'attende un résultat particulier, parce que moi je voulais juste voir ce qu'on pouvait faire sur ma jument sans grande attente. Je pense que ça a pu t'aider aussi. Oui, carrément. Et puis juste le fait de pouvoir prendre le temps. Je savais que t'attendais pas des résultats miracles parce que déjà tu me connaissais, je suis pas. Je t'avais dit dès le début que ça allait pas être miraculeux. Le fait que. Je pense le fait qu'on a été très transparentes l'une envers l'autre parce qu'on était en confiance, ça nous a aidés toutes les deux, déjà je pense, mais moi surtout. Parce que j'ai pu avoir le temps de faire mes tests, j'ai pu avoir le temps de réfléchir, j'avais pas le propriétaire pas très confiant qui me soufflait dans la nuque pendant que je faisais mes tests, t'étais là, tu me laissais la place de prendre mon temps, la place de faire, la place de réfléchir de mon côté, et quand je me posais des questions, t'étais là si jamais j'avais besoin d'un deuxième cerveau pour réfléchir, m'aider à réfléchir, on a réfléchi ensemble et mine de rien ça nous a pas mal aidé. Ouais, sachant qu'aussi du coup c'était des séances où on se donnait pas de temps. C'était pas la consultation doit durer absolument 1 heure et en 1 heure je dois fournir un bilan à la fin. C'est ça, il y a une consultation qui a duré 1h30. Si ce n'est 2 heures. Si ce n'est 2 heures, parce qu'on galérait à mettre la jument en place, parce qu'elle était pas super coopérative. Elle avait mal. Et puis nous, on faisait beaucoup de grosses pauses en se disant mais mince alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que ça finisse par dire bon bah Elsa, je pense que tu devrais aller voir un véto. Ben ouais, mais en fait, tu vois, Umbria c'est une jument qui cliniquement n'avait pas de problème. À première vue, tu l'emmènerais pas chez un vétérinaire. Non. Mais le fait que Marie me le dise avec ses compétences de jeune ostéopathe, n'empêche, mais d'ostéopathe quand même, je me suis dit, ok, elle a un vrai... Enfin, il y a peut-être quelque chose à creuser, effectivement. Et je pense que sans ton intervention, on n'aurait jamais diagnostiqué son arthrose.
Parce que, de mon point de vue à moi de non professionnel, je ne voyais pas qu'elle avait une difficulté avec sa hanche à cet endroit-là. Je ne voyais pas qu'elle était un peu raide, ou en tout cas que sa raideur pouvait provenir d'une arthrose potentielle. Était même juste significative, vu que Ouais. tu la connaissais depuis longtemps et qu'elle a sûrement toujours marché comme ça. Carrément. Au final, ça a fini avec un protocole d'arthrose et on a pu travailler autour de ça. Et maintenant elle va mieux. Et maintenant, elle va beaucoup mieux. C'est Donc, ce comme qui quoi. compte. Je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est à tous les jeunes ostéopathes, essayez de trouver quelqu'un de confiance C'est ça. avec qui vous pouvez travailler au début pour faire vos tests. Vos tests et réfléchir à voix haute, c'est très important. Ouais. Se poser des questions. Trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vous poser des questions sans qu'il flippe en se disant oh là là, à qui je confie mon cheval alors qu'il C'est connaît ça. rien. Exactement. Et quelle est la place pour toi, Marie, de l'ostéopathe dans les soins qu'un propriétaire peut apporter à son cheval? Comment on peut interpasser l'ostéopathie avec tous les autres professionnels? Alors l'ostéopathie c'est une médecine complémentaire. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas tout. On est là pour participer au bien-être du cheval, mais on y participe. On n'est pas les seuls acteurs de leur bien-être. On règle beaucoup de problèmes avec l'ostéo, mais c'est certainement pas suffisant pour assurer le suivi de santé d'un animal. Un animal dont tous les besoins physiologiques sont respectés, je pense qu'en théorie, ça n'a pas besoin de voir l'ostéopathe, ou alors une fois par an, histoire de voir si tout roule, quoi. La fréquence recommandée pour la majorité des animaux, humains y compris, parce qu'on est des animaux, c'est tous les 6 mois, pour faire un check-up global, voir si ça va, voir si on peut continuer à vivre, débloquer les petits blocages qui restent, et roule ma poule, quoi. Ça permet de faire un suivi régulier sans trop en faire non plus pour le corps et pour l'esprit aussi, parce que ça reste lourd, une séance d'ostéopathie. L'ostéo, c'est une pratique holistique, ça veut dire qu'on voit le corps dans son ensemble, donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir être capable de mettre en relation deux problèmes qui paraissent isolés et qui en fait le sont pas forcément. Un bon ostéopathe, c'est aussi une personne qui est donc capable d'aiguiller le propriétaire vers un professionnel plus adapté, parce qu'il a détecté un problème qui était à première vue pas très significatif, typiquement comme la légère boiterie d'Umbria qui finalement s'est révélée être un problème un peu plus grave que ce qu'on avait anticipé. Soit rediriger vers un veto pour des examens complémentaires, soit dire peut-être vois avec ton maréchal si tu devrais pas faire ci, faire ça, parce que ta ferrure n'est pas forcément adaptée, ou peut-être passer pieds nus ton cheval parce que ça lui irait mieux. Ou... On doit aussi être capable de voir si le dentiste est passé régulièrement. Tout ça, ça fait partie du petit questionnaire qu'on pose au propriétaire avant la séance, savoir si tous les soins ont été faits récemment, s'il y a des soins à faire, s'il y a des traitements. Et tout ça, on doit être capable de savoir ce que ça veut dire, rediriger le propriétaire s'il les a pas fait correctement. Comment toi tu utilises les infos que te donne le proprio à l'instant T vis-à-vis par exemple d'autres avis vétérinaires qu'il a pu avoir sur tel problème, qui sont pas forcément bons, parce que tous les professionnels ne sont pas infaillibles. Comment toi tu utilises tout ça? Alors c'est bien de les connaître, c'est même nécessaire de les connaître, mais dès qu'on pose les mains sur l'animal, on se doit de tout oublier. On se doit d'être le plus objectif possible, parce que l'ostéopathie c'est une pratique quand même très subjective. Dès qu'on veut chercher absolument quelque chose, on est 100% sûr de le trouver. Donc le plus important, c'est dégager toutes les informations de l'animal de ta tête. Rester au moment présent avec l'animal, ancré avec lui, et dialoguer avec le corps. On utilise souvent en cours cette expression, on dialogue avec le corps, on envoie une information, le corps nous répond, on analyse, et on renvoie une information en fonction de ce qu'on a reçu. Et c'est seulement à la fin de ta séance où tu vas concaténer toutes ces infos-là. C'est ça, rien ne nous empêche après de réfléchir à comment mettre les problèmes en relation, qu'est-ce qu'on a pu régler, les problèmes dont on a pu avoir connaissance, l'impact qu'ils ont eu sur le corps qu'on vient de traiter. C'est très important quand on est avec l'animal de ne pas se laisser parasiter par toutes les informations qu'on a pu avoir et de rester vraiment avec lui. Une phrase que j'aime bien, que tu me dis beaucoup, c'est que si on cherche vraiment un problème, on le trouve. C'est ça. Parce que... Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que je l'ai déjà vécu moi. Chercher un problème, on va se focus dessus et on va finir par s'inventer des histoires impossibles. Je pense que c'est parce que
Le ressenti qu'on doit avoir en ostéopathie est très très fin. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est super subtil. Donc très facile à parasiter avec des pensées parasites, typiquement. Dès qu'on essaye d'influencer quelque chose, on va l'influencer. Dès qu'on essaye de retirer sa présence, c'est très facile de la retirer. Donc il faut faire attention à ce qu'on ressent et à ce qu'on veut ressentir. Il faut faire la différence. Du coup, dans la deuxième partie de cet épisode, on va plutôt parler, et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Marie aujourd'hui, de pourquoi devenir un ostéopathe. Si j'ai fait le choix de Marie, c'est pas anodin, c'est parce que c'est une jeune ostéopathe qui est entre ce milieu de fin d'école et début de carrière. Et du coup, je trouvais ça intéressant de la faire venir, non pas pour nous parler de son expérience en tant qu'ostéopathe, mais des raisons qui l'ont poussée à l'être, et de peut-être tous les jeunes cavaliers aujourd'hui qui ont envie d'être ostéopathes parce qu'ils ont envie de travailler avec les chevaux, et peut-être des attentes qu'ils ont vis-à-vis de ce que tu disais au début, par exemple, vouloir travailler au contact des animaux, et la réalité à laquelle ils peuvent être confrontés. Parce que on en a déjà beaucoup parlé, mais on a toujours beaucoup d'attentes, et finalement l'attente n'est jamais trop la même que l'expérience. Donc j'aimerais te poser plusieurs questions, notamment, y a-t-il pour toi des mauvaises raisons de devenir un professionnel du monde du cheval aujourd'hui, dans sa globalité ? Fondamentalement, je pense pas, sauf si on a pour but très diabolique de tirer le monde du cheval vers le bas. Je pense pas qu'on ait besoin de gens qui entrent dans le monde du cheval pour tirer le monde du cheval vers le bas. Par contre, je pense qu'il est pas super bon d'avoir des grands idéaux quand on rentre dans le monde du cheval. C'est quand même un monde super fermé. Super... j'irais pas dire jusqu'à toxique, mais on peut faire rapidement de mauvaises rencontres. C'est un monde où tout le monde un petit peu se connaît un petit peu. Donc y rentrer déjà c'est compliqué. Se faire connaître c'est assez facile. Se faire connaître pour les mauvaises raisons ça l'est un peu plus. Il n'y a pas de mauvaises raisons, mais il y a de mauvaises intentions. Ouais, et justement j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu penses des gens qui débarquent pour changer le monde du cheval ? Bon courage. Vraiment bon courage, parce que c'est un monde qui est très ancré dans ses acquis, avec beaucoup de gens qui se disent ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi changer ? Le bien-être animal arrive de plus en plus. C'est timide. C'est timide, ça arrive, c'est timide, mais ça arrive. On peut pas, nous tout seuls, le changer. Ça c'est certain, il faut l'accepter. C'est pas moi, petit ostéopathe, qui va se dire je vais révolutionner le bien-être animal. Ça c'est pas possible. Il y a de trop grandes forces en jeu pour pouvoir changer à nous tout seuls le monde du cheval. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que aujourd'hui, quand on devient ostéopathe pour les chevaux notamment, parce que c'est vrai j'ai un peu occulté le fait qu'on pourrait être ostéopathe pour les chiens ou pour les vaches, c'est encore tout un autre univers. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur les chevaux. Quand on devient ostéopathe pour chevaux, faut comprendre qu'on s'inscrit aussi dans un mouvement déjà en place. C'est ça. On peut pas juste débarquer avec ses gros sabots et dire aujourd'hui je vais tout changer. On peut changer les choses à notre niveau. Ouais. On peut s'arranger pour choisir uniquement les propriétaires qui sont très en accord avec nous-mêmes, ça on en parlera. C'est un peu idyllique de se dire que toutes les personnes qu'on va croiser, on va réussir à leur faire changer la vie. Ça c'est pas possible. Il y a des gens qui sont trop ancrés dans leurs croyances pour pouvoir changer un jour. Et puis c'est un peu triste, mais l'industrie du cheval repose un peu sur l'exploitation du cheval, pas forcément sur leur bien-être. Et il faut accepter que quand on travaille dans le monde du cheval, on profite de cette industrie et on profite de l'exploitation des chevaux, parce que sans exploitation du cheval, il n'y a pas de cheval de propriétaire, il n'y a pas de cheval de club, il n'y a pas de cheval de course, de CSO, de compétition, il n'y a pas de chevaux tout court. Donc c'est un mal pour un bien dans certains cas, parce que parfois on tombe sur des super propriétaires comme Elsa qui font tout pour que leurs chevaux, leurs chevaux soient le plus heureux possible. Faut accepter que Elsa, c'est une rareté dans le monde du cheval. Voilà, donc faut pas oublier que une grosse écurie de course bien huilée qui appelle un ostéo, ils appellent pas un ostéo pour changer leur fonctionnement. Ils appellent un ostéo pour que les chevaux aillent bien et que les chevaux puissent courir la semaine prochaine sur la prochaine course. Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup en place quand t'es quelqu'un comme ça qui est plutôt dans l'aspect bienveillant et qui a du mal justement avec tous les aspects néfastes du monde du cheval? Comment tu peux te protéger toi de tout ça? Je trouve que voir différents fonctionnements ça aide, ça permet déjà de se préparer un petit peu au fait que on va rencontrer des sacrés cons. Quand on est à l'école, on est un peu protégé par le cadre de l'école, c'est-à-dire que même si c'est nous qui traitons les chevaux, c'est pas nous qui traitons avec les propriétaires. On a la barrière du professeur qui va nous protéger, etc. Mais on est quand même témoin de personnes qui vont dire non,
je veux pas changer ça. Non, mon cheval, je sais qu'il devrait travailler dans ce sens-là, mais il va travailler dans l'autre sens parce que c'est comme ça qu'on fait et qu'on va pas faire autrement juste parce que Marie, 20 ans, jeune ostéopathe en études, a dit que c'était mieux de travailler dans ce sens-là. Quand on tombe sur un mec hermétique, enfin un propriétaire hermétique, le plus important à savoir, c'est on va pas gaspiller sa salive. On est là pour faire notre métier, c'est-à-dire traiter le cheval, lui apporter le plus de bien-être à l'instant T, essayer de convaincre le cavalier ou le propriétaire que son cheval il est pas super bien actuellement, on va lui offrir des solutions à la hauteur de ses possibilités pour que le cheval aille mieux. Voilà, on travaille pour le cheval mais au service du propriétaire. Oui, c'est ça qui est important en fait. Faut que toi tu t'inscrives dans le prisme du propriétaire. Tu pourras toujours conseiller de faire autre chose, mais à la finalité, faut se rendre à l'évidence que c'est le propriétaire qui a le dernier mot, quoi. C'est ça. Nous, on est là en tant que pro, mais c'est notre client, le mec. C'est lui qui va nous payer, donc on est là pour faire notre taf, être payé à la fin, parce que c'est quand même important. Faut manger à la fin du mois. Et oui, quand même. Et puis c'est tout. Donc tant qu'on connaît son rôle, ses capacités, ses limites surtout, je pense que c'est le plus important. C'est comme ça qu'on se protège. On n'est pas là pour faire changer le monde, on n'est pas là pour faire changer l'état d'esprit des gens, on est là pour apporter du bien-être aux animaux, à leurs animaux, être payés et s'en aller. Après, c'est plus notre problème. Dans l'optique où tu as face en toi un client fermé, on va prendre le cas le plus extrême, le cheval est enfermé au box toute la journée sauf quand il sort en carrière, peut-être qu'il tique à la pluie, peut-être qu'il a mal partout dans son corps. Comment tu pourrais accompagner un client aussi fermé comme le propriétaire du cheval qui le laisse enfermer littéralement toute la journée vers peut-être de meilleures perspectives, mais du coup sans empiéter sur ce qu'on vient de dire juste avant? Ça dépend un peu des gens. Il faut savoir faire la différence entre un gars qui est hermétique à tout changement, qui fait ça parce qu'il a toujours fait ça comme ça, ou un gars qui fait ça parce qu'on lui a dit de le faire et qui s'est pas trop posé de questions. On fait ça comme ça, mais c'est parce que j'ai pas d'autre solution à ce moment-là et que je m'y connais pas assez en chevaux pour me dire le cheval il a besoin de marcher, le cheval il a besoin de voir du monde, il a besoin de manger tout le temps. Donc rien que ça déjà ça peut faire une grosse différence. On conseille au mieux en utilisant son langage. C'est important de se mettre dans le prisme des propriétaires, comme tu as pu le dire. Parce que c'est en ouvrant le dialogue, si eux ouvrent pas le dialogue, c'est à nous de le faire et c'est en allant dans leur sens qu'on va ouvrir le dialogue. C'est-à-dire que un cavalier ou un professionnel de concours, tu vas lui parler performance, tu vas pas lui parler bien-être en premier. Tu vas lui dire, ok, le cheval, là, ça prend un peu plus de temps de le travailler dans ce sens-là, ça prend un peu plus de temps de réduire un peu l'effort pour mieux reprendre ensuite, pour avoir une performance meilleure. Là, tout de suite, ils vont avoir les oreilles qui vont s'ouvrir. Un éleveur de vaches, même si on n'en parle pas beaucoup des vaches dans cet épisode, mais un éleveur de vaches, tu vas lui parler rentabilité. Des vaches moins stressées, c'est une production qui est meilleure, c'est une viande sûrement qui est meilleure, une fertilité qui est augmentée aussi. Donc forcément, ça paraît un peu réducteur pour les animaux, parce que tu les réduis à leur utilisation qu'en font les humains. Mais à terme, fait, c'est pour leur bien-être aussi. C'est ça, c'est un mal pour un bien, et même si toi tu t'es pas du tout d'accord avec ce que tu dis, ça les gens le savent pas. Ce qui compte au final, ce qui va vraiment profiter aux animaux, c'est d'ouvrir le dialogue, peu importe la manière dont tu le fais. La fin justifie les moyens, pour le coup. Du coup, c'est important de séparer vraiment sa propre vision de sa vision professionnelle. C'est ça. En tant que professionnel, on ne peut pas, ça ne marche pas, imposer quoi que ce soit à ses clients. Parce qu'au final, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui décident s'ils vont te rappeler, etc. Et si ta vision des choses... Déjà, c'est ta vision des choses. T'es personne, en fait, pour l'imposer à qui que ce soit. Si ta vision des choses leur plaît pas, ils vont pas te rappeler. Donc, tu seras perdant aussi. Oui, parce que tu pourras pas finir le travail que t'as fait sur le cheval. C'est ça. Exactement. Tu pourras pas terminer ce que t'as commencé. Et au final, c'est l'animal qui en pâtira, quoi. Sinon, si le client il est vraiment super fermé d'esprit et que en plus de ça il te paye pas, parce qu'il y en a qui te payent pas ou qui te payent mal, qui te payent super tard, qui retiennent les paiements parce qu'ils ont la flemme ou qu'ils ont pas de sous
En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et que ton boulot sert à rien parce qu'aucun de tes conseils n'est écouté et que quand tu reviens voir le cheval 3 mois plus tard, bah, il est toujours dans le même état. T'as les mêmes dysfonctions qui sont revenues parce que... c'est intrinsèque, par exemple, à l'hébergement. C'est ça, ou même juste au travail du cavalier ouais. qui n'a absolument pas suivi tes conseils. Et ben à ce moment-là, c'est pas la peine de continuer. Parce que... Alors je sais que c'est un peu privilégié, même très privilégié de dire ça, mais l'argent c'est bien. Parfois, l'énergie, c'est mieux. S'économiser soi, c'est quand même très important parce que le métier d'ostéopathe, ça reste très physique. Donc s'acharner avec quelqu'un qui va juste pomper ton énergie sans que ça serve à quelque chose, bah ça sert à rien de continuer quoi. Même si c'est malheureux pour le cheval parce que voilà, tu vas pas racheter tous les chevaux de la terre parce que ils vont pas bien, mais du coup on passe à autre chose et c'est tout. Après je te dis ça d'un point de vue d'un bébé ostéo qui a eu la chance de jamais être tombée sur des gros spécimens dans le genre, donc forcément j'ai pas un point de vue très très objectif là-dessus, mais je pense quand même que faire attention à soi, surtout en début de carrière, il faut pouvoir avoir l'endurance de continuer jusqu'au bout, c'est quand même le plus important. Bah, le but, c'est que c'était un moment de ta carrière où il faut pas que tu te dégoûtes en fait, sinon oui, tes 40 prochaines années, ça va être un enfer. Oui, exactement. Ne pas tomber en burn-out en début de carrière, c'est quand même... c'est quand même mieux. Il faut pas se cantonner, je pense, aux personnes qui sont 100% en accord avec ce que toi tu penses. Ouais. Déjà, d'un point de vue personnel, c'est... Enfin, d'un point de vue business, c'est... Il y a très peu de gens qui vont être 100% d'accord avec toi. Surtout quand t'es à fond dans le bien-être, etc. Les gens, ils sont pas forcément d'accord. On a tous un prisme différent dans le bien-être. Exactement, en fait. donc voilà. Mais même d'un point de vue personnel, intellectuel ou juste de l'échange, c'est super intéressant, je trouve, d'échanger avec des gens qui ont des visions différentes de la tienne, même quand c'est des gens qui sont super fermés d'esprit et qui ont une vision arriérée de l'équitation et qui vont enfermer leurs chevaux dans des morts horribles, dans des enraînements terribles qui sont totalement contraires avec la biomécanique. Même ça, savoir pourquoi ils le font, parfois tu dis ok, il y a une réflexion derrière. Ouais. Et d'un point de vue juste humain, c'est intéressant. Mais c'est pour ça qu'il faut aimer échanger avec les gens. Et il faut rester ouvert d'esprit malgré ton propre prisme. C'est ça, exactement. Il faut accepter qu'il y ait d'autres manières de penser que la sienne et qu'il y ait des avis qui te plaisent pas forcément mais qui ont quand même totalement le droit d'exister. Du coup, à qui conseillerais-tu toi d'être ostéopathe ? Aux gens qui aiment l'humain. Avant tout, du coup. Avant tout. Avant l'animal. Ouais. Alors bon, évidemment, faut aimer les animaux, faut aimer être en contact, parce que si toucher un cheval ou un chien te dégoûte, ça sert à rien de te lancer là-dedans. Mais j'entends souvent des gens dire ah, moi j'ai fait ostéopathe animalier parce que j'aime pas les humains. Ah, moi j'ai fait ceci parce que j'aime pas les humains. Je préfère les animaux. Ouais. Sauf que le problème, c'est que quand quelqu'un t'appelle pour traiter son cheval, en fait, c'est un humain qui t'appelle. C'est un humain avec qui tu vas discuter, c'est un humain qui s'occupe du cheval que tu traites. Donc avoir du relationnel humain, c'est la base du métier, parce que sinon les gens ils t'appellent pas. Ouais. Les gens t'as pas envie d'appeler quelqu'un qui est pas agréable avec toi, même s'il est super bon avec ton cheval, bah s'il est nul en relation humaine, t'as pas envie de l'appeler, de lui donner ton temps, de lui donner tes sous. Surtout que, comme tu disais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ostéopathes sur le marché. Honnêtement, si tu peux en rappeler un autre, parce que le premier il te parle comme un chien, ou alors qu'il se pointe pas au rendez-vous, ou alors qu'il est super en retard, ou alors que quand tu lui poses des questions sur son cheval, il te répond très sèchement, bah autant en appeler un autre en fait. Exactement. Et par rapport au fait des personnes qui justement veulent changer un peu le monde, est-ce que tu conseillerais ce métier-là ? C'est un métier qui est quand même très difficile, qui demande beaucoup d'implication personnelle. Il faut y aller en étant un peu plus terre à terre. Ouais. Juste, je veux changer le monde. Il faut réussir en tout cas à mettre peut-être cette facette de côté et à te dire, je vais y aller petit à petit. Et puis advienne que pourra, et si j'y arrive pas, tant pis. C'est ça. Il faut... Mais pas se dégoûter de pas y arriver, par exemple. Déjà, oui. Il faut pas se dégoûter dès le début. Ça, c'est dommage. Il y a forcément des moments où on va tomber sur un client horrible ou sur un cheval horrible qui va nous blesser, parce que ça peut être dangereux, qui va nous... pas dégoûter, mais en tout cas nous dégoûter de la journée qu'on est en train de passer, qui va... ou alors tomber sur des moments où on n'est pas dans notre jour, on ne sentira rien. Les corrections, ça fera rien. Le ressenti, ce sera pas ça.
On va se dire mais qu'est-ce que je fous là ? Faut s'accrocher. Demain est un autre jour. Demain ça ira mieux. Il faut rester accroché. Faut rester accroché à ses idéaux. Faut pas avoir les idées non plus trop fermées. Échanger avec des gens qui ont des points de vue différents, c'est très important. Toujours se remettre en question, s'informer sur les choses nouvelles qui arrivent sur le marché, parce qu'on en a beaucoup qui arrivent tous les jours. Est-ce qu'il y a un peu de veille scientifique à faire justement au niveau de l'ostéopathie ? Oui. Oui, je pense que c'est bien de... C'est toujours un métier d'apprentissage, il faut toujours savoir ce qu'on touche, savoir ce qu'on ressent, connaître ce qu'on ressent, s'informer le plus possible, échanger beaucoup avec des personnes différentes, des propriétaires, des cavaliers, des professionnels ou non, des gens qui ont des idéaux différents des siens, et se remettre en question, c'est le plus important. Ça marche, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous. Merci à toi. L'interview avec Marie est maintenant terminée. J'ai trouvé ça intéressant avec elle d'aborder le côté humain avant tout, car lorsque l'on nous parle de ce métier, c'est un sujet qui n'est pratiquement jamais abordé. Aujourd'hui, on a parlé du métier d'ostéopathe, mais finalement, c'est un épisode qui pourrait s'appliquer à tous les professionnels du monde animal. J'espère que ce podcast résonnera pour tous ceux qui se posaient des questions quant au fait de faire ce métier ou non, et apportera une autre dimension de réflexion, car après tout, c'est bel et bien la finalité de ce podcast. J'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à Marie pour le passage de son examen, et à la prochaine!